Je me tiens dans ce dépôt américain de vieilles locomotives, où le temps semble s'être arrêté. Des géants rouillés des années 50 reposent sur les rails, tandis qu'autour résonnent les grues et flotte l'odeur du métal chaud. Ces machines de 200 tonnes chacune tractaient autrefois des trains à travers le continent, parcourant des milliers de kilomètres pour la Rhodie ou l'Union Pacifique. Aujourd'hui, on leur redonne vie, non pour le commerce, mais pour les musées et les trains touristiques. Le processus est long, mais précis, et je viens de parcourir tous les ateliers, de la chaufferie à la cabine du mécanicien. Je vais vous raconter comment on procède. D'abord, le démontage complet. On détache la locomotive du tender, on la place sur une fosse, un puits de 3 mètres de profondeur. Une équipe de 20 ouvriers, armés de clés pneumatiques et de chalumeaux acétyléniques, démonte tout en une semaine. Les roues de 2 mètres de diamètre sont retirées par des grues d'une capacité de 200 tonnes. Le châssis en fonte de 50 cm d'épaisseur part au bain de sable pour être débarrassé de la rouille. La chaudière, cœur de la machine à vapeur, est découpée en sections, car son poids atteint 50 tonnes. Chaque boulon, chaque tuyau, sous la loupe, les fissures sont détectées par magnétoscopie, où le champ magnétique révèle les défauts en surface. La chaudière, l'étape la plus complexe. Ces sections sont recouvertes de sable pour égaliser les parois, soudées à l'argon avec des électrodes en titane, à une température de 400 degrés Celsius. Les tubes, en cuivre ou en acier, de 10 cm de diamètre, sont nettoyés du tartre par ultrasons, puis rechargés d'une nouvelle couche de bronze de 2 mm d'épaisseur. La pression interne est testée à 20 bars. La chaudière est immergée dans l'eau. On y injecte de la vapeur. Et si les soudures tiennent, c'est bon. Le soudage se fait en continu, avec contrôle radiographique. Chaque cordon de soudure, sur toute l'épaisseur de la paroi, doit être exempt de cavité. L'essieu moteur d'une locomotive, c'est une histoire à part, car de lui dépend toute la marche de la machine à 100 km/h avec un poids de 200 tonnes. Les moyeux en fonte, d'une épaisseur de 10 cm, sont d'abord nettoyés au jet de sable. L'abrasif, projeté sous 6 bars de pression, frappe le métal et retire rouille, crasse et vieille peinture en 1 heure. Le sable, du quartz, granulométrie 0,5 mm, n'éraille pas la surface, mais la polit jusqu'à l'éclat. Ensuite, les moyeux sont lavés à l'eau chaude à 80 degrés Celsius, puis séchés à l'air comprimé. Vient alors le tour. Une machine grande comme une pièce, où la pièce est fixée dans un mandrin et mise en rotation à 50 tours par minute. Des outils en acier rapide enlèvent 1 mm par passe, calibrant le diamètre intérieur à une précision de 0,01 mm. Les copeaux volent en ruban d'1 mètre de long. Le refroidissement se fait par émulsion d'huile et d'eau pour que le métal ne chauffe pas au-delà de 200 degrés. Toutes les 10 minutes, on arrête. On mesure au micromètre. Si l'alésage s'est élargi d'1 micron, c'est à refaire. Les essieux usés, 3 mètres de long, 20 cm de diamètre, sont rechargés par un acier spécial à 8% de chrome pour la dureté. L'appareil à arc électrique, sous un courant de 200 ampères, dépose une couche de 5 mm d'épaisseur qui fond à 1600 degrés Celsius. Le rechargement se fait en tournant, l'essieu serré dans l'étau, la couche s'égalise uniformément, sans bavure. Puis vient le recuit. Les essieux sont enfournés à 700 degrés Celsius pendant 8 heures, refroidis lentement dans la cendre, pour relâcher les tensions internes. Sinon, ça craque dès le premier kilomètre. Les nouveaux paliers, des douilles en bronze de 15 cm de diamètre, sont coulés au babite, un alliage d'étain et d'antimoine. Le métal en fusion à 250 degrés Celsius est versé dans le moule, où le bronze tient la forme et le babite comble les pores.
On les refroidit dans l'huile à température ambiante pour éviter les fissures. Le roulement en ressort lisse, le frottement minimal. Vient enfin l'équilibrage des roues sur banc d'essai. La paire tourne jusqu'à 200 km/h. Les capteurs détectent les vibrations au gramme près. Si un côté pèse 5 grammes de plus, on fraise millimètre par millimètre jusqu'à l'équilibre parfait. Sinon, la locomotive tremblera sur les rails comme de la gelée. Les roues terminées reçoivent un émail anti-corrosion, pèsent 2 tonnes chacune et sont prêtes à porter des milliers de tonnes de fret. La cabine du conducteur, un véritable musée sur rail, où chaque instrument raconte l'histoire de milliers de kilomètres. On démonte tout, vis par vis. Les manomètres au tube de cuivre de 5 mm sortent du tableau de bord. On dévisse les capots arrière, on nettoie les mécanismes de la poussière et de la rouille à la brosse imbibée d'essence. Les aiguilles, en laiton, 10 cm de long, sont retirées, polies, puis galvanisées dans un bain de rhodium d'un micron d'épaisseur sous 2 ampères. Le revêtement brille, ne ternit pas au fil des années, et l'aiguille glisse sans accroc de 0 à 20 bars. Les contrôleurs de traction, leviers équipés d'engrenages en fonte, sont démontés pièce par pièce, graissés à la pâte graphitée, leur course vérifiée. Chacun doit inverser la marche sous une pression de 5 tonnes sans jeu. Si l'engrenage présente 2 mm d'usure, on le remplace par un neuf, forgé à 1200 degrés Celsius. L'éclairage de cabine, ampoule de 20 watts, verre de 3 mm d'épaisseur, est essuyé. La tension contrôlée à 220 volts. Pour les locomotives diesel ou hybrides, les bougies d'allumage, isolants en porcelaine dotés d'électrodes en iridium, passent au banc d'essai. L'arbre tourne à 1000 tours par minute, l'étincelle claque à 30 000 volts et au moindre défaut, on les jette. Les pompes d'injection, à piston, cylindre de 20 cm, sont révisées, les pistons rectifiés au centième de millimètre, le débit testé, 100 litres par heure sous 10 bars de pression, sans fuite. Si la pompe fait des siennes, on change la soupape. En marche, c'est l'arrêt d'urgence assuré. L'électricité, un vieux réseau de fils de cuivre de 2 mm² de section, long de plusieurs kilomètres dans les cabines. On démonte les câbles, on les lave au solvant, on nettoie les contacts au papier de verre grain 200, on relie à la masse avec une barre de cuivre neuve de 5 mm d'épaisseur. L'isolation est refaite avec un vernis neuf, 2 couches, séchage au four à 120 degrés Celsius pour résister à l'humidité et aux vibrations. Les relais et disjoncteurs, mécaniques, à contacts argentés, sont nettoyés à l'alcool, testés sur 100 000 cycles de commutation. Quand tout est prêt, on remonte la cabine dans l'ordre inverse. Instruments dans le tableau de bord, câbles dans les goulottes, portières sur leurs gonds graissés. Le montage commence par le bas. On pose le châssis sur le marbre, on insère les essieux, on monte la chaudière à l'hydraulique avec une précision millimétrique. Le tender, réservoir de 20 tonnes d'eau et 10 tonnes de charbon, est rendu étanche avec de l'étoupe et du goudron. L'épreuve finale se déroule au dépôt. La locomotive tracte des wagons de 200 tonnes à 60 km/h, on monte la vapeur à 5 bars, on vérifie l'étanchéité. Si tout tient, on la peint en noir classique avec des roules à rouge, on inscrit le numéro en lettres d'or. Me voilà là, j'entends le sifflet. Le géant ressuscité est prêt à promener les touristes à travers les Rocheuses. Chaque restauration de ce type coûte des millions, dure 2 ans, mais remet l'histoire sur les rails. Ces bêtes du XXe siècle ont encore de beaux jours devant elles. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Chaque année,
Plus de 90 millions de véhicules sortent des chaînes de production dans le monde. Mais seule une infime partie d'entre eux est conçue pour un usage bien particulier. Des poursuites à plus de 160 km/h, des freinages brutaux et des heures de service ininterrompues. Ce sont les véhicules de police. Leur histoire aux États-Unis remonte à plus de 70 ans, mais rares sont ceux qui savent ce qui se passe réellement dans l'usine où ils naissent. À l'intérieur de ces ateliers, des centaines de robots s'activent, tandis que les étincelles de soudure jaillissent comme une véritable pluie de feu. Mais il existe un détail dans la fabrication de ces machines dont presque personne ne parle. Et c'est précisément lui qui détermine si le véhicule tiendra le coup lors d'une véritable poursuite policière. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin, vous découvrirez ce qui se cache vraiment à l'intérieur de ces machines. L'histoire de ces véhicules aux États-Unis remonte à plus de 70 ans. Dès les années 50, les constructeurs ont commencé à produire des versions spéciales pour la police. Et depuis lors, cette gamme n'a cessé d'évoluer. J'entre dans le premier atelier. Tout commence ici avec le métal nu. Devant moi s'étend une immense ligne de soudage robotisée. Les manipulateurs travaillent sans répit. Leurs mouvements sont brusques, précis et synchronisés. Chacun tient dans sa main un pistolet à souder. Lorsqu'ils touchent le métal, des étincelles éclatantes jaillissent. De l'extérieur, on dirait presque une pluie de feu ininterrompue. D'abord, on achemine ici les panneaux de carrosserie individuels. Ce sont des pièces estampées en tôle d'acier d'environ 1 mm d'épaisseur. Elles arrivent de l'atelier de pressage déjà formé. Ouverture de porte, nervures de rigidité, point de fixation des pièces. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un tas de morceaux de métal courbés, empilés sur des chariots de convoyage. Le plus intéressant commence maintenant. Les robots saisissent les panneaux avec de grandes pinces et les installent dans d'imposants gabarits métalliques. Ces gabarits ressemblent à des cadres sophistiqués dotés de dizaines de fixations. Ils maintiennent les pièces dans une position rigoureuse, de sorte qu'aucun élément ne bouge, pas même d'une fraction de millimètre. Le plancher de la caisse se forme en premier. On y soude des renforts et des traverses. Puis, sur cette base, on positionne les panneaux latéraux. Les manipulateurs les amènent délicatement de chaque côté, les plaquent contre le châssis et effectuent une série de soudures par point. En quelques secondes, une dizaine de petits points de soudure apparaissent le long de la jonction. Ensuite, on ajoute la partie avant de la caisse, là où se trouvera plus tard le moteur. Cette zone comporte particulièrement de nombreux éléments de renfort, car c'est elle qui supporte les principales contraintes lors de la conduite et des freinages brusques. Une fois les parois latérales en place, les robots soulèvent le toit. Le spectacle est plutôt impressionnant. Un grand panneau métallique descend lentement du haut, tel le couvercle d'une boîte. Les manipulateurs l'alignent selon les repères et entament aussitôt la soudure sur tout le périmètre. L'opération se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les pièces ne sont que maintenues par des points de soudure. Puis la caisse passe à la station suivante, où de nouveaux points viennent compléter l'assemblage. Ainsi, l'ossature gagne progressivement en rigidité et en solidité. Chaque section fait l'objet d'un contrôle permanent par capteur. Des mesureurs laser scannent la forme de la caisse et la comparent au modèle numérique. Si ne serait-ce qu'un seul élément n'est pas parfaitement positionné, la ligne signale immédiatement l'anomalie. Ici, la précision se mesure en fractions de millimètre. Et ce n'est pas un caprice d'ingénieur. Si la caisse présente le moindre défaut d'alignement, le véhicule peut adopter un comportement étrange à haute vitesse. Il tiendra moins bien la route, des bruits parasites apparaîtront, et les portières risquent de ne pas fermer correctement. Les véhicules de police doivent supporter des contraintes bien supérieures à celles des voitures civiles ordinaires. Lors des poursuites, elles freinent brutalement, franchissent les trottoirs et tournent au ralenti pendant des heures. C'est pourquoi le châssis et la suspension sont renforcés,
certains éléments du cadre étant même épaissis. Une fois la carrosserie prête, elle part en peinture. Les immenses cabines ressemblent à des laboratoires stériles. L'air y est filtré en permanence. Des robots font pivoter la carrosserie et appliquent la peinture en couches uniformes. La plupart des véhicules reçoivent la classique livrée noire, mais l'apparence finale dépend du client. Certains départements commandent des voitures noires et blancs, d'autres bleu foncé ou même entièrement blanches. Après la peinture, la carrosserie rejoint la chaîne principale. C'est là que la voiture commence vraiment à devenir une voiture. Le moteur et la transmission sont amenés sous la carrosserie. Ce moment est spectaculaire. En bas se trouve une plateforme avec le groupe motopropulseur. Au-dessus, la carrosserie descend lentement et les deux parties s'assemblent. Vient ensuite le long processus d'assemblage. On monte les portes, installe le câblage, la suspension, la direction, les freins, puis apparaissent les sièges, les vitres et le tableau de bord. Tout cela est réalisé par des hommes aux côtés des robots. Les machines ne remplacent pas complètement les ouvriers ici. Les mains humaines restent indispensables là où précision et expérience sont requises. Dans l'usine, j'observe des centaines de ces véhicules. Ils avancent lentement, de quelques mètres par minute. Chaque poste ajoute quelque chose de nouveau. En quelques heures, une carrosserie nue se transforme en véhicule entièrement assemblé. Mais ce n'est pas encore une voiture de police. Après l'assemblage principal, les véhicules sont envoyés dans un centre de modification spécialisé. C'est là que prend forme tout ce qui fait d'une voiture un véhicule de service. On installe les rampes lumineuses, les sirènes, les postes radio, des pare-chocs renforcés et des cloisons de protection entre les sièges avant et le compartiment arrière. Certaines voitures reçoivent des panneaux de porte blindés ou des batteries supplémentaires pour alimenter l'équipement. Les véhicules de police peuvent offrir plus d'une centaine de variantes d'équipements selon les besoins spécifiques de chaque ville. Le plus fascinant, c'est que la transformation d'un seul véhicule prend environ 5h30. Durant ce laps de temps, une voiture ordinaire se métamorphose en voiture de patrouille, prête à prendre la route. J'observe l'application des marquages de police sur la carrosserie. Sur les portières apparaissent les inscriptions, les blasons des villes et les numéros d'unité. Puis, on installe les gyrophares bleus et rouges. À ce moment-là, la voiture a une toute autre allure, comme si elle endossait un nouveau rôle. Avant l'expédition, chaque véhicule est contrôlé. Il subit des tests de freinage, de suspension et de direction. Dans un hangar spécialisé, on fait monter la voiture en régime sur un banc à rouleaux. Les ingénieurs vérifient l'absence de vibrations et de bruits parasites. Les voitures de police doivent être rapides, mais plus important encore, fiables. En pleine poursuite, personne ne veut se demander si le véhicule tiendra le coup lors d'un freinage brutal. Une fois tous les contrôles effectués, les véhicules terminés sortent sur l'immense parking derrière l'usine. Des dizaines de voitures identiques y sont alignées. Noires, luisantes, équipées de pneus neufs et sans la moindre égratignure. Dans quelques jours, elles partiront aux 4 coins du pays. Certaines patrouilleront dans des banlieues tranquilles. D'autres travailleront sur l'autoroute, où le trafic dépasse les 100 km/h. Si vous êtes curieux de savoir comment fonctionnent les grandes usines, à quoi ressemblent les chaînes de production vues de l'intérieur, et comment du métal ordinaire se transforme en machines qui serviront pendant des années, abonnez-vous à la chaîne. De nombreuses visites d'ateliers, de carrières et d'entreprises habituellement interdites au public vous attendent. Ici, nous regardons l'industrie sans phare et cherchons à comprendre comment tout cela fonctionne réellement. Comment coule-t-on le cœur d'une locomotive capable de tracter 5000 tonnes de marchandises à travers montagnes et déserts sans s'arrêter? Je me trouve à l'usine Wabtec de Grove City, en Pennsylvanie. C'est ici que naissent les moteurs de locomotives de fret.
Ces géants qui tirent d'interminables convois de marchandises à travers toute l'Amérique. Et avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez une chose. Les blocs cylindres fabriqués ici ne sont pas des pièces au sens ordinaire du terme. Ce sont des monolithes. Des masses compactes de fonte de la taille d'un minibus, pesant près de 50 tonnes. Et elles sont coulées d'un seul tenant. Tout commence avec du sable, mais pas celui que vous connaissez à la plage. Le sable de fonderie est une matière à part, avec son propre caractère et ses exigences bien précises. On le mélange avec des résines spéciales et des durcisseurs pour qu'il puisse résister au contact du métal en fusion à plus de 1300 degrés Celsius, sans s'effriter, se déformer ni se fissurer. Car si le moule se brise pendant la coulée, 15 tonnes de fonte liquide se répandront sur le sol de l'atelier. Ce n'est pas juste une pièce ratée, c'est une catastrophe. Le moule d'un bloc cylindre n'est pas une petite chose. On l'assemble dans un espace dédié, et il occupe l'équivalent d'une pièce de taille moyenne. Les mouleurs déposent le sable par couches, le tassent, construisent les cavités internes, à l'aide de ce qu'on appelle des noyaux. Des inserts de sable qui formeront les futurs conduits du bloc moteur. Circuits d'huile, chemise de refroidissement, logement de piston. Chaque noyau est fabriqué séparément, vérifié, puis monté à l'intérieur du moule comme une pièce d'un puzzle complexe. Ici, aucune place pour l'erreur. Si un noyau est mal positionné, c'est un mauvais canal qui se formera au cœur du bloc, ou une paroi trop fine entre deux surfaces. Cela ne se verra pas tout de suite. Cela se révélera des semaines plus tard, quand le bloc aura déjà été usiné et expédié pour l'assemblage. Ou pire encore, sur le terrain, lorsque la locomotive tracte déjà un convoi quelque part dans les montagnes du Colorado. C'est pourquoi le contrôle à l'étape du moulage n'est pas une procédure bureaucratique. C'est une question de sécurité. Une fois le moule assemblé et vérifié, on le ferme avec la demi-coquille supérieure et on le fixe. Il est désormais prêt à recevoir le métal. Et le métal, pendant ce temps, se prépare déjà dans le four de fusion. La fonte pour bloc cylindre, ce n'est pas simplement du fer avec du carbone. C'est un matériau allié, à la composition chimique rigoureusement définie. On y ajoute du nickel, du chrome, du molybdène. Chaque élément répond à une propriété précise. Dureté, résistance à la chaleur, résistance à l'usure. Le moteur d'une locomotive fonctionne dans des conditions que la plupart des métaux ne supportent tout simplement pas. Les températures dans les cylindres, pendant le fonctionnement du moteur, atteignent des milliers de degrés. La pression lors de la combustion du gazole est colossale. Et tout cela, heure après heure, jour après jour, année après année, sans interruption. Lorsque le four atteint la température requise et que la composition chimique du métal en fusion est confirmée par analyse, la coulée commence. La poche de fonte liquide, d'un blanc orangé, si lumineux qu'il fait mal aux yeux de le regarder sans lunettes de protection, est amenée vers le moule. Le métal s'écoule à travers le système de coulée, remplit les cavités. 15 tonnes en un seul processus ininterrompu. Si l'on s'arrête en cours de route, le métal commencera à se solidifier de manière irrégulière et le bloc présentera des tensions internes ou des soufflures qui le rendront inutilisable. Tout le processus de coulée ne prend que quelques minutes. Et puis, c'est le silence. Le bloc reste dans son moule et refroidit. Et c'est là que commence un temps qu'on ne peut pas raccourcir. La physique ne se négocie pas. Le refroidissement d'une pièce coulée aussi massive prend plusieurs semaines. Pas des heures, des semaines. Si l'on refroidit trop vite, le métal accumule des tensions internes, des micro-fissures, une structure hétérogène. En apparence, le bloc semble normal. Mais sous la charge, ces tensions ressurgissent, au pire moment et au pire endroit. C'est pourquoi le bloc refroidit librement.
naturellement, à son propre rythme. Les technologies surveillent la température en différents points, contrôlent le gradient. Cela ressemble au refroidissement d'une grande pièce de verre dans une production complexe, un art de la patience. Lorsque le bloc a enfin refroidi et qu'on l'extrait du moule, il paraît brut. Le sable se détache, la surface est rugueuse. Il y a des bavures là où le métal s'est infiltré dans les interstices entre les parties du moule. On nettoie le bloc et c'est seulement après qu'il part en usinage. Et c'est là que commence l'autre extrême. Si l'atelier de fonderie, c'est la force, la chaleur et la puissance brute, l'atelier d'usinage, lui, c'est la précision qui confine à la paranoïa. Le bloc est installé sur des fraiseuses multi-axes à commande numérique. Ces machines partent du sol et disposent d'une zone de travail suffisante pour usiner une pièce de la taille d'une voiture. Commence alors l'alésage des logements de pistons. 60 cylindres sur 2 rangées, chacun d'un diamètre de plusieurs centaines de millimètres. Et chaque alésage doit être usiné avec une tolérance de quelques micromètres. Un micromètre, c'est un millième de millimètre. Un cheveu humain fait environ 70 micromètres. Autrement dit, la tolérance sur le cylindre est inférieure à un dixième de l'épaisseur d'un cheveu. Pourquoi une telle précision ? Parce que le piston se déplace dans le cylindre des milliers de fois par minute. Si le jeu est trop important, les gaz s'échappent au-delà des segments. La pression chute, le moteur perd en puissance et consomme de l'huile. Si le jeu est trop faible, le piston se grippe. Il existe donc une valeur correcte unique, dont on ne peut s'écarter ni vers le haut, ni vers le bas. Pendant que la fraiseuse usine, l'opérateur arrête régulièrement le processus et mesure l'alésage à l'aide d'un alésomètre spécial. La température est maintenue stable, car le métal se dilate sous l'effet de la chaleur, et des mesures à différentes températures donneraient des résultats variables. Ce n'est pas une précaution excessive. C'est une condition sine qua non de toute fabrication précise. Outre les cylindres, les machines-outils usinent les logements de roulement du vilebrequin, les portées de l'arbre à cames, les plans de joint, toutes les surfaces où le bloc entre en contact avec d'autres pièces du moteur. Chacune possède sa spécification propre, sa tolérance propre, son contrôle propre. L'ensemble du cycle, de la coulée au bloc achevé, s'étend sur 4 à 6 semaines. Et au terme de ce parcours, apparaît une pièce qui ressemble presque à une œuvre d'art, comparée à la coulée brute extraite du moule. Un parallélépipède gris, lourd, usiné à la perfection, qui dissimule 16 cylindres impeccables et des kilomètres de canaux internes. Ce bloc partira à l'assemblage, où il sera équipé de pièces venues de tout le pays. Pistons, vilebrequins, culasses, système d'injection. Et quelques mois plus tard, il reviendra transformé en moteur complet. Le même qui propulsera une locomotive à travers montagnes, déserts et plaines sans relâche pendant des années, des décennies. Et tout a commencé ici, avec un tas de sable à mouler et une coulée de fonte brute. Aujourd'hui, nous sommes dans l'usine qui fabrique de véritables suspensions géantes, des ressorts pour camions-bennes de carrière, une machine de 400 tonnes qui roule toute la journée sur des cailloux gros comme votre tête et qui décharge jusqu'à 8 tonnes de minerais. Pour qu'un tel engin ne se disloque pas dès son premier trajet, il lui faut une suspension d'une puissance incroyable. Et voici comment elle se fabrique. Me voici devant une barre d'acier de 75 mm de diamètre, presque l'épaisseur de mon poignet. De ce monstre naîtra un ressort haut comme un homme, pesant près de 2 kg. Un seul ressort. Et il en faut de 4 à 8 pour équiper un camion-benne. Voyons comment on les fabrique.
Tout commence par le choix du matériau. L'acier ordinaire du commerce ne convient pas. Il faut un acier à ressort spécial contenant du chrome, du silicium et du vanadium. Ces éléments rendent le métal à la fois ultra résistant et élastique. Les nuances les plus courantes sont les 5160 et 9254. Cela sonne comme un code secret, mais il s'agit simplement de la composition chimique de l'acier, où chaque chiffre indique le pourcentage des différents éléments. Nous voilà devant le four de préchauffage. Première étape de ce qu'on appelle l'enroulement. Pourquoi une telle chaleur? Parce qu'une barre d'acier de plus de 12 mm d'épaisseur ne peut se plier à froid. Elle risquerait tout simplement de se fissurer. On la chauffe donc à plus de 950 degrés Celsius, une température si intense qu'elle ferait fondre de l'aluminium en quelques secondes. Regardez ce four, on l'appelle un four à poutre mobile. Des barres d'acier de 14 à 45 mm de diamètre y circulent librement, chauffant uniformément sur toute leur longueur. Le processus prend environ 20 à 30 minutes. Si le chauffage n'est pas homogène, une partie sera molle, l'autre dure. Le ressort lâchera au bout d'une semaine. Voici la barre qui sort du four. Elle rayonne d'un rouge éclatant. Température 970 degrés. L'air qu'elle dégage est si brûlant qu'à 2 mètres de distance, on sent la chaleur sur son visage. Et c'est ce métal incandescent qu'on va maintenant enrouler en ressort. Devant nous se dresse une machine gigantesque, une enrouleuse automatique à commande numérique. Cet engin coûte 1 million d'euros et peut fabriquer des ressorts d'un diamètre allant jusqu'à plusieurs centimètres et d'une longueur pouvant atteindre 2 mètres. Voici comment elle fonctionne. Une barre chauffée à blanc passe à travers un système de rouleaux qui la guide vers le dispositif d'enroulement. Là, 2 gros rouleaux, l'un vertical, l'autre horizontal, pressent le métal avec une force de plusieurs dizaines de tonnes, l'obligeant à contourner une tige centrale, que l'on appelle le mandrin. Une barre de 7 cm et demi d'épaisseur se plie comme de la pâte à modeler, s'enroulant spire après spire. En 5 minutes, la machine fabrique un ressort de 10 à 20 spires d'une hauteur d'1,80 m. La vitesse d'enroulement? Environ 5 spires par minute pour des barres aussi épaisses. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Chaque spire doit être parfaitement régulière, l'espacement entre les spires, calculé au millimètre près. Un écart de plus de 2 mm et le ressort ne résiste pas à la charge. C'est pourquoi la machine contrôle tout. La température du métal, la vitesse d'avancement, la force de pression des rouleaux. Chaque capteur transmet les informations à l'ordinateur, qui régule le processus en temps réel. Une fois le ressort enroulé, vient la trempe. Le ressort incandescent est instantanément plongé dans un immense bain d'huile. C'est ce qu'on appelle la trempe à l'huile. L'huile est à environ 60 degrés maximum, alors que le ressort frôle les 1000 degrés. Quand ils se rencontrent, pouf! Un nuage de vapeur, un sifflement, comme celui de dizaines de serpents. La température chute à 200, 300 degrés en quelques secondes à peine. Que se passe-t-il à l'intérieur du métal? Ce refroidissement brutal modifie la structure cristalline de l'acier, le transformant en martensite, une forme extrêmement dure. C'est comme congeler de l'eau. Elle devient solide, mais dans le métal, le processus est infiniment plus complexe. L'acier trempé devient si dur qu'il peut rayer le verre. Mais il y a un problème. Après la trempe, l'acier devient friable comme du cristal. Un seul choc, et le ressort peut se briser. D'où l'étape suivante, le revenu ou recuit. Les ressorts sont à nouveau chauffés, mais cette fois à une température plus basse, entre 400 et 500 degrés Celsius.
Ils sont maintenus à cette température pendant 2 à 3 heures, puis refroidis librement. Le revenu, c'est comme un massage pour le métal. Il réduit les tensions internes, rend l'acier moins fragile, tout en préservant sa dureté. La dureté finale d'un ressort de camion-benne se situe entre 40 et 50 unités sur l'échelle de Rockwell C. Autrement dit, seul un diamant ou un autre acier trempé peut le rayer. Passons maintenant à l'étape suivante, le grenaillage. Regardez cette chambre. À l'intérieur, des milliers de billes d'acier d'un demi-millimètre de diamètre fusent à 80 mètres par seconde et bombardent la surface du ressort. Ce n'est pas une destruction, c'est un renforcement. Une bille métallique, en frappant la surface, crée une micro-indentation. Le métal environnant se comprime, formant une zone de résistance accrue. Des millions de ces impacts recouvrent toute la surface du ressort, d'une couche de métal densifiée d'une profondeur, pouvant atteindre 1 mm. Résultat, la résistance à la fatigue, la capacité à supporter des millions de cycles de charge sans fissuration, augmente de 30 à 50%. Le processus prend environ 3 minutes pour un grand ressort, après quoi la surface devient mate, légèrement rugueuse au toucher, mais considérablement plus résistante. Si les ressorts supportent le poids de la machine, les amortisseurs, eux, absorbent les oscillations. Sans eux, le camion-benne rebondirait comme un ballon après chaque nid de poule, et le conducteur souffrirait d'une commotion cérébrale au bout d'1 an de travail. Devant nous se dresse un cylindre hydraulique d'1,80 m de haut et de 25 cm de diamètre. À l'intérieur, un système complexe de clapets, de pistons et de joints d'étanchéité. Le principe de base est simple. Le piston se déplace dans le cylindre rempli d'huile, la forçant à traverser de minuscules orifices. L'huile oppose une résistance, amortissant ainsi le mouvement. Mais c'est dans les détails que réside la magie. Et la magie de cette chaîne opère grâce à votre abonnement. Le piston comporte plusieurs types de clapets. Certains fonctionnent lors de mouvements lents, d'autres lors de chocs brutaux. À faible vitesse, l'huile traverse de petits conduits de 2 à 3 mm de diamètre. Lors d'un impact violent, des clapets supplémentaires de 10 à 15 mm de diamètre s'ouvrent, laissant passer davantage d'huile et empêchant une montée en pression excessive. À l'intérieur, se trouve également une chambre à gaz, remplie d'azote sous une pression de 20 à 30 bars. Cela prévient la cavitation, c'est-à-dire la formation de bulles dans l'huile qui pourrait détruire l'amortisseur. L'azote se comprime en compensant le volume occupé par la tige du piston lors de son mouvement. La tige du piston est fabriquée en acier chromé d'un diamètre de 6 cm. Ce n'est pas décoratif. Le chromage crée une surface ultra résistante capable d'endurer des millions de cycles sans usure. L'épaisseur du revêtement chromé n'est que de 0,2 mm, mais cela multiplie par 10 la durée de vie. Vous voyez ce qui se dresse derrière moi ? Ce n'est pas un simple pont enjambant une rivière, c'est le ruban de lumière. Nous sommes à Los Angeles, sur le nouveau viaduc de la 6e rue, et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la façon dont l'acier brut est devenu une œuvre d'art raffinée. Vous êtes-vous déjà demandé comment de simples barres de fer se transforment en ces arches blanches parfaites qui semblent danser au-dessus de l'autoroute ? J'ai parcouru des milliers de kilomètres jusqu'à des ateliers secrets où l'on dompte le métal, pour vous montrer comment est né ce nouveau symbole de la Californie. C'est parti! Pour comprendre l'ampleur de ce projet, il nous a fallu quitter Los Angeles ensoleillé et aller bien au-delà. L'acier d'un tel pont ne s'achète pas dans un magasin de bricolage. Il a été préparé dans des ateliers spécialisés où se dressent des presses capables d'écraser un char sans même chauffer. Un hangar immense où flottent les odeurs d'huile brûlante et de copeaux métalliques. Là reposent les ébauches, d'énormes poutres d'acier droite,
dont l'épaisseur des parois fait réfléchir aux limites de la force humaine. Le viaduc s'étend sur plus de 1066 mètres. Il franchit 18 voies ferrées, une rivière et l'autoroute 101. Le problème du Sixth Street Viaduct, c'est que l'architecte Michael Maltzahn ne voulait pas d'un pont simple. Il voulait ce que les ingénieurs appellent un cauchemar éveillé. Chacune des 10 paires d'arches n'est pas qu'une simple courbe. C'est une courbe tridimensionnelle. Comment transformer une poutrelle droite et froide en une forme parfaite et fluide? Ici, la chaleur ne sert à rien. C'est la force pure et froide qui opère. Je me tenais près d'une presse hydraulique dont la puissance se mesure en milliers de tonnes. Voici comment cela fonctionne. Une massive pièce d'acier est serrée dans un étau et un énorme piston commence lentement, millimètre par millimètre, à enfoncer le métal dans le moule. Vous entendez ce son? C'est ce grondement sourd qui fait vibrer vos dents. L'acier résiste, il gémit, mais sous la pression de milliers d'atmosphères, il est contraint de céder. Voilà ce qu'est le véritable dompte de la matière. Et maintenant, le plus intéressant. Lorsque j'ai regardé les plans pour la première fois, j'ai pensé que l'ingénieur avait simplement eu un geste malheureux. Ces arches ne sont pas verticales. Chacune des 10 paires est inclinée de 9 degrés vers l'extérieur. Vous allez demander, et alors? Elles sont inclinées, voilà tout. Mais pour la physique, c'est une catastrophe. Quand une arche se tient droite, tout le poids descend vers le bas. Quand elle est inclinée, elle tente constamment de basculer sur le côté sous son propre poids. Cela crée une torsion inimaginable. Pour éviter que le pont ne s'effondre, les ingénieurs ont dû créer un système complexe de tensions internes. Les nervures d'acier à l'intérieur des arches sont si résistantes qu'elles se maintiennent littéralement par la seule force de leur pression interne. Lorsque j'ai marché sur le pont achevé et que j'ai touché ces surfaces blanches, j'ai ressenti l'énergie tendue de millions de tonnes figées dans un équilibre parfait. C'est le triomphe des mathématiques sur la gravité. L'assemblage du Sixth Street Viaduct, c'est un thriller à part entière. Sous le pont, ce n'est pas le désert. C'est là que passe la L.A. River, ce même canal de béton où Arnold Schwarzenegger fonçait à moto dans. C'est aussi là que passent des dizaines de voies ferrées, empruntées par des trains à chaque minute. Impossible d'interrompre le trafic. À l'intérieur de ces arches et du tablier se cachent 8200 tonnes d'acier haute résistance. C'est le poids d'environ 4000 SUV ou de 10 gros avions de ligne. J'ai vu des images de ces segments d'acier géants installés de nuit. D'immenses grues soulevaient les nervures blanches des arches, pesant des centaines de tonnes, et les ajustaient avec une précision d'orfèvre au pilier. Une erreur d'1 centimètre aurait signifié que l'arche ne se refermerait pas au point le plus haut. C'était une partie de Lego géante, où chaque pièce coûte des millions, et en dessous, une voie ferrée en activité. Le spectacle était cosmique. Les projecteurs déchiraient le ciel nocturne au-dessus de la ville. Les étincelles de soudure tombaient comme de petites météorites. Et au-dessus de la rivière s'élevait lentement l'épine dorsale d'acier de la nouvelle cité. Lorsque le dernier maillon fut mis en place, Los Angeles reliait enfin Boyle Heights, cœur de la culture latino-américaine, au gratte-ciel étincelant du centre-ville. La construction a nécessité plus de 45 000 mètres cubes d'un mortier de béton spécialement conçu. Ce volume aurait suffi à remplir 18 piscines olympiques. Le pont comporte 10 paires d'arches, soit 20 segments au total. Les plus hautes atteignent 18 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Mais Los Angeles se trouve en zone sismique. Le pont doit donc être non seulement élégant, mais aussi flexible. Sous sa base sont installés 32 gigantesques amortisseurs à triple pendule.
Ils permettent à la structure de se déplacer de 76 cm dans n'importe quelle direction lors d'un séisme puissant, sans subir de dommages. Cette technologie garantit que le pont résistera au Big One, prévu en Californie une fois tous les 1000 ans. Pourquoi ce pont est-il si important? Si vous avez joué à GTA V ou regardé Fast and Furious, Grease ou L'Arme Fatale, vous connaissez l'ancien Sixth Street Bridge. C'était une icône du cinéma, mais il s'est littéralement effondré sous les yeux de tous à cause d'une réaction chimique dans le béton. Il a été démoli et la ville a pleuré sa perte. Le nouveau viaduc incarne la réponse de Los Angeles aux défis de notre époque. Il n'est pas simplement fait de béton, mais de cet acier à haute résistance dont nous avons parlé. C'est un pont phénix. Son allure futuriste évoque l'an 2050. Ses 10 arches symbolisent une étreinte reliant les différentes communautés. L'ancien Sixth Street Bridge a tenu 84 ans, avant que la maladie du béton ne commence à le ronger. Le nouveau viaduc est conçu pour durer un siècle. Grâce à l'utilisation d'acier moderne, avec revêtement anti-corrosion et d'une composition spéciale de béton, ce pont aspire à devenir un symbole éternel de la ville. Le soir venu, lorsque l'éclairage s'allume, les arches se mettent à rayonner d'une lumière blanche douce. C'est pourquoi on l'appelle le ruban de lumière. L'acier cesse alors d'être une force brute. Il devient éphémère, léger, comme s'il était sans poids. Mais nous connaissons la vérité. Derrière cette légèreté se cachent des milliers de tonnes de pression, des inclinaisons à 9 degrés et les nuits blanches des ingénieurs. L'ensemble du projet a coûté à la ville la somme vertigineuse de 588 millions de dollars. C'est le projet de pont le plus coûteux et le plus ambitieux de l'histoire de Los Angeles. Pour vous donner une idée, avec cette somme, on aurait pu construire plusieurs échangeurs autoroutiers classiques, mais Los Angeles a choisi l'art, figé dans l'acier et le béton. Voilà mes amis, voilà cette histoire. La prochaine fois que vous regarderez un film sur Los Angeles et que vous apercevrez ces arcs blancs, pensez à cette presse dans l'atelier et à ces 9 degrés qui ont failli rendre fous les ingénieurs. L'acier n'est pas qu'un simple matériau. C'est une volonté, figée dans le métal. Merci d'avoir été avec moi pour cette visite virtuelle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire, quel est selon vous le pont le plus impressionnant au monde? À très bientôt dans la prochaine vidéo. Le sable, c'est du métal. Surprenant, n'est-ce pas? Le minerai de titane constitue un véritable paradoxe de la nature. Une résistance extraordinaire pour les produits finis se cache dans des gisements friables d'ilménite et de rutile qui affleurent sur les rivages d'anciennes mers et le long des lits de rivières. Direction la plage. Ou plutôt, découvrons comment on extrait le minerai de titane et ce qu'on en fait. Ce métal occupe le 9e rang des réserves de l'écorce terrestre, mais son obtention à l'état pur reste l'un des procédés technologiques les plus complexes et les plus coûteux. Aujourd'hui, les alliages de titane constituent l'épine dorsale de l'aviation moderne et l'espoir de la médecine. Mais tout commence par le travail de fibres géantes qui tamisent des millions de tonnes de sable à la recherche du grain noir d'un minéral précieux. L'origine géologique des gisements de titane est liée à l'érosion des massifs granitiques et basaltiques. Durant des périodes prolongées, l'eau et le vent ont usé les roches, lessivant les minéraux les plus légers et concentrant les grains lourds d'ilménite. C'est ainsi que se sont formés les gigantesques placés littoraux, qui constituent aujourd'hui les principales sources d'extraction. L'exploitation évoque une transformation du paysage à grande échelle. Excavatrices sur chenilles et dragues créent des lacs artificiels à travers lesquels transitent des milliers de tonnes de pulpe.
Grâce à la séparation gravitationnelle, où les particules métalliques lourdes se distinguent du quartz léger, on obtient un concentré noir. Ce n'est pas encore du métal, mais déjà une matière première qui recèle le potentiel nécessaire à la fabrication du fuselage d'un avion supersonique. La transformation du sable de titane en métal constitue un parcours éprouvant, impossible à réaliser dans un simple haut-fourneau. Le titane nourrit une passion fatale pour l'oxygène, l'azote et l'eau. Toute tentative de le fondre à l'air libre le rend fragile et impropre à l'usage. C'est pourquoi la production de titane exige la création d'un vide ou d'une atmosphère de gaz inerte. La méthode de référence demeure le procédé Kroll, du nom de son inventeur. Le concentré noir est d'abord transformé en tétrachlorure de titane, un liquide volatile et agressif, puis réduit à l'aide de magnésium fondu dans d'immenses cornues en acier sous haute pression. Le résultat de cette réaction est ce qu'on appelle l'éponge de titane, une masse grise et poreuse qui ne ressemble en rien à un métal noble. Ce n'est qu'après une refonte dans des fours à arc sous vide que l'on obtient des lingots purs, prêts pour une transformation ultérieure. L'industrie aéronautique est devenue le principal consommateur de titane, car il est aussi résistant que l'acier, tout en étant 45% plus léger. Mieux encore, le titane est 2 fois plus résistant que l'aluminium, ce qui en fait un matériau idéal pour les zones soumises à de fortes contraintes. Dans les avions de ligne moderne, comme le Boeing 787 ou l'Airbus A350, la proportion de pièces en titane atteint 50% du poids total. On l'utilise pour fabriquer les trains d'atterrissage, les fixations des ailes et les éléments des pylônes des moteurs. Mais le véritable domaine de prédilection du titane, c'est le cœur du réacteur. Là, la température monte à 600 degrés et au-delà, l'aluminium fond complètement, les composites se désagrègent. Les aubes de compresseurs en titane résistent à ces conditions extrêmes, conservant leur géométrie et leur résistance sous l'effet de forces centrifuges colossales. Sans ce métal, l'aviation à réaction moderne et la conquête de l'espace lointain auraient été techniquement irréalisables. Grâce à sa couche d'oxyde stable, le titane est totalement inerte. Il ne se désagrège pas dans le milieu agressif du corps humain, ne se décompose pas et ne provoque pas de réactions indésirables. Le tissu osseux est capable de croître simultanément dans les pores de la surface d'un implant en titane, créant ainsi un lien solide et durable. Aujourd'hui, les vis en titane, les plaques d'ostéosynthèse et les articulations artificielles sont devenues une chance pour des millions de personnes de retrouver une vie pleine après de graves traumatismes. En dentisterie, les tiges en titane sont devenues la référence absolue, remplaçant efficacement les racines dentaires. Ce métal devient partie intégrante de sa biologie, ce qui rend son extraction d'autant plus significative. L'ampleur de l'extraction du minerai de titane ne cesse de croître, suivant la demande pour des technologies économes en énergie. Le minerai de titane est la source de production du dioxyde de titane, le pigment blanc le plus répandu au monde. Tout ce que nous voyons autour de nous en blanc, de la peinture sur les murs, au papier en passant par les boîtiers en plastique, des appareils électroménagers, contient une parcelle de minerai de titane. L'exploitation des gisements alluvionnaires nécessite de vastes étendues de terre, ce qui entraîne souvent la destruction de paysages naturels. La réhabilitation des sols après extraction constitue désormais une obligation pour les compagnies minières modernes. Ainsi, sur l'emplacement d'anciennes carrières, sont créés des espaces forestiers et des plans d'eau artificiels, dans une tentative de restaurer la biodiversité. Par ailleurs, le traitement chimique du minerai s'accompagne de la production d'importantes quantités de déchets, tels que les chlorures de fer. Les usines contemporaines mettent en œuvre des technologies de régénération des acides et des circuits fermés de gestion de l'eau, afin de réduire la pression sur l'environnement. L'économie du titane relève du long terme. La construction d'une seule usine de production d'éponges de titane
exige des investissements se chiffrant en milliards et des décennies avant d'être rentabilisés. Chaque tonne de métal exige une quantité colossale d'électricité, si bien que les usines s'implantent souvent à proximité de centrales puissantes. Cela crée un lien étroit entre l'indépendance énergétique d'un pays et sa capacité à produire ce métal stratégique. Dans le monde, seuls quelques pays maîtrisent l'ensemble du cycle de production du titane, de l'extraction du sable à la coulée des lingots et à la fabrication des produits finis. Posséder une telle industrie est la marque d'un échelon technologique supérieur. Le minerai de titane joue également un rôle crucial dans la construction navale, notamment pour la création d'engins de plongée profonde et de sous-marins. Le titane résiste à l'eau de mer salée, là où l'acier rouille en quelques années. Son caractère non magnétique rend les navires invisibles à certains types de mines, tandis que sa capacité à supporter des pressions considérables permet aux explorateurs de descendre jusqu'aux fosses océaniques les plus profondes. C'est un métal explorateur qui repousse les frontières du monde accessible à l'homme, qu'il s'agisse des cieux les plus hauts ou des profondeurs de la fosse des Mariannes. L'avenir du titane est lié au développement des technologies additives ou de l'impression 3D. L'utilisation de poudre de titane, obtenue à partir du minerai, permet de créer des pièces d'une complexité extraordinaire, impossibles à fabriquer par les méthodes traditionnelles de coulage ou de forgeage. Cela réduit considérablement la quantité de déchets, car avec l'usinage traditionnel, jusqu'à 90% de ce métal précieux peuvent partir en copeaux. L'impression en titane ouvre de nouveaux horizons dans la médecine personnalisée, où l'implant est créé à partir des images individuelles du patient, reproduisant parfaitement l'anatomie de son os. C'est la voie vers une intégration encore plus étroite des technologies dans la vie humaine. La pierre que nous tenons entre nos mains, fragment modeste de roche marqué de veines vertes ou bleues caractéristiques, recèle en vérité le potentiel de milliers de kilomètres de câbles qui irriguent nos métropoles modernes. Le minerai de cuivre n'est pas un cristal raffiné, destiné à la joaillerie, mais le socle austère sur lequel repose toute l'architecture énergétique de la planète. Le parcours qui mène de cette roche dure, arrachée aux profondeurs de l'écorce terrestre, jusqu'au fin circuit imprimé du chargeur de votre smartphone, constitue l'un des processus les plus exigeants et les plus monumentaux de l'industrie contemporaine. On qualifie le cuivre de métal d'avenir, non pas en raison de sa rareté, mais de son caractère irremplaçable dans un monde qui délaisse rapidement les combustibles fossiles au profit de l'électricité. Tout commence au plus profond de la Terre, ou dans des carrières colossales, qui par leur taille, évoquent de véritables canyons artificiels. Les plus grands gisements de cuivre, comme l'Escondida chilienne ou Chuquicamata, sont d'immenses gouffres creusés dans le désert, où les machines travaillent 24 heures sur 24. L'extraction du cuivre est une affaire de volume considérable. La teneur en métal du minerai dépasse rarement 1% et descend parfois sous la barre du demi-pourcent. Cela signifie qu'il faut traiter des tonnes de roches pour obtenir quelques kilogrammes de cuivre pur. Le minerai se présente traditionnellement sous forme de sulfure ou d'oxyde, et chaque type exige sa propre approche. Le plus répandu est la chalcopyrite, un minéral complexe où le cuivre s'associe au fer et au soufre. Son éclat doré trompe souvent les chercheurs de trésors inexpérimentés. Mais pour les industriels, cet éclat est le signal de la présence d'une ressource stratégique. L'ampleur de l'extraction défie l'imagination. Lorsque vous vous tenez au bord d'une carrière centrale, les camions-bennes géants d'une capacité de 300 tonnes semblent de simples insectes rampant sur des routes en spirale qui s'enfoncent à plusieurs mètres de profondeur.
Mais le véritable travail commence après que les explosifs ont fragmenté la couche monolithique. Le minerai extrait est acheminé vers les usines d'enrichissement, où la roche est transformée en poussière. Dans d'immenses broyeurs, des billes d'acier réduisent la roche dure en une poudre fine, comme de la farine. Vient ensuite l'étape de la flottation, un procédé chimique où le minerai broyé est mélangé à de l'eau et à des réactifs spécifiques. Des bulles d'air captent les particules du minéral moyen et les transportent à la surface sous forme d'une mousse épaisse, laissant la gangue stérile au fond. Le concentré, qui contient désormais environ 30% de ce métal, n'est qu'un maillon intermédiaire. La transformation du concentré en cuivre pur exige le feu et la haute tension. Dans les fours de fusion, à des températures dépassant 1000 degrés, les impuretés de fer et de soufre sont éliminées. La mate obtenue subit une purification supplémentaire, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un milieu noir. Toutefois, ce métal ne convient pas à la transmission d'énergie. Pour les besoins électrotechniques, le cuivre doit être presque parfaitement pur, de l'ordre de 99,99%. Cela s'obtient par raffinage électrolytique. De grandes plaques de cuivre sont immergées dans un bain d'acide, où, sous l'action du courant électrique, les ions métalliques migrent d'une électrode à l'autre, laissant tous les éléments étrangers dans le dépôt. Ce dépôt, d'ailleurs, contient souvent de l'or et de l'argent, ce qui rend l'extraction du cuivre plus rentable. La transition énergétique, dont on parle aujourd'hui à tous les niveaux, est impossible sans cuivre. Si l'aluminium est devenu le métal de l'aviation, le cuivre forme le système nerveux du réseau électrique mondial. Chaque éolienne, chaque panneau solaire nécessite plusieurs fois plus de cuivre que les centrales thermiques traditionnelles. Une voiture électrique contient 4 fois plus de fils de cuivre qu'un véhicule à moteur à combustion interne. Ces kilomètres de câbles, dissimulés sous le capot, dans les murs des bâtiments et sous terre, assurent la circulation des électrons qui fait vivre notre civilisation. Le cuivre possède une conductivité électrique unique, dépassée seulement par l'argent. Mais grâce à sa disponibilité relative, il est devenu le matériau incontournable pour transporter l'énergie sur de longues distances sans perte significative. Les villes modernes sont, en substance, de gigantesques réservoirs de cuivre. Si l'on imaginait une mégapole dépouillée de son béton et de son verre, nous verrions apparaître un réseau incroyablement dense de filaments cuivrés. Ils parcourent chaque surface des gratte-ciel, assurant le fonctionnement des ascenseurs, de la climatisation, des salles serveurs et de l'éclairage. Dans un appartement contemporain standard, des dizaines de kilogrammes de ce métal sont enfouis. Une quantité considérable d'infrastructures techniques, des canalisations d'eau au système de chauffage, repose également sur le cuivre en raison de sa résistance à la corrosion et de ses propriétés bactéricides. C'est un métal qui non seulement conduit la lumière, mais protège aussi notre santé, en empêchant les microbes de proliférer sur les surfaces. Mais le minerai de cuivre est une ressource épuisable. Les gisements où le métal affleure près de la surface s'amenuisent progressivement. Cela contraint les compagnies à creuser toujours plus profond, à construire des mines à plusieurs kilomètres sous terre, où la température de la roche dépasse 50 degrés et où la ventilation et la sécurité exigent des moyens colossaux. Les défis technologiques croissent au rythme de la demande. Le monde se trouve face à un dilemme. Nous avons besoin de toujours plus de matière pour alimenter les énergies vertes, mais son extraction devient de plus en plus complexe et gourmande en ressources. C'est là que naît le concept de recyclage. Le cuivre peut être refondu à l'infini sans perdre ses qualités. Vieux câbles, transformateurs démantelés, appareils électroniques mis au rebut constituent un minerai urbain, dont la valeur égale celle des gisements andins.
Si la demande de cuivre augmente, cela signifie que de nouvelles usines se construisent, que les villes s'étendent et que les technologies progressent. Lorsque l'activité sur le marché du cuivre décline, cela annonce une récession mondiale. Aucun autre matériau n'entretient un lien aussi étroit avec la notion de progrès. Nous vivons à une époque où la numérisation semble éthérée et immatérielle, mais en réalité, chaque message envoyé par messagerie instantanée et chaque transaction bancaire physique transite par des ports et des câbles en cuivre. Le cuivre occupe une place particulière dans le développement des énergies renouvelables. Les parcs éoliens en mer nécessitent des milliers de tonnes de ce métal pour les câbles sous-marins reliant les turbines à la côte. Les vastes étendues de centrales solaires sont parcourues de barres collectrices et de fils qui captent l'énergie des photons pour la rassembler en un seul réseau. Sans ce métal, toute vision d'un avenir écologique et propre resterait lettre morte. Nous ne remarquons pas souvent l'ampleur de l'intervention humaine dans la nature pour obtenir cette ressource. La réhabilitation des terres, après l'extraction du cuivre, constitue un processus complexe qui implique le traitement des eaux usées contre les acides et les métaux lourds. Les entreprises concernées dépensent des milliards de dollars pour que, après la fermeture des carrières, le territoire redevienne habitable. C'est là une partie du prix que l'humanité paie pour son confort et son indépendance énergétique. Toutefois, comparé à d'autres types de combustibles, le cuivre demeure l'une des solutions les plus rationnelles. Il ne se disperse pas dans l'atmosphère, mais s'accumule dans les infrastructures, formant un capital durable pour notre civilisation.